Bonjour, ici Piero San Giorgio de Genève en Suisse. Alors nous sommes le 2 mars 2014 et je voulais faire une toute petite et courte vidéo sur le sujet de ce qui se passe en Ukraine. Alors, vous le savez peut-être, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'appréciation pour la Russie, pour les pays de l'Est, pour l'Ukraine également. Ce sont des pays que j'aime beaucoup pour y avoir travaillé, pour y avoir côtoyé et même intimement pour certaines, beaucoup de personnes là-bas. Et, euh, et j'ai des attaches émotionnelles, sentimentales, justement par des amis et par des relations d'affaires, et puis même culturellement. Ce sont des cultures en général que j'aime beaucoup. Et donc je suis un peu attristé de voir en fait depuis plusieurs années, mais récemment depuis au moins 3 mois, cette tension en Ukraine euh, qui a ses racines historiques, bien sûr, très lointaines, puisque l'Ukraine a une partie qui a une culture à l'ouest, une culture très européenne, très europhile, même très attachée à l'Allemagne, à la Pologne, euh, et qui aujourd'hui est clairement la partie peut-être la plus moderne du pays, bien que c'est un pays très pauvre hein, aujourd'hui l'Ukraine, mais aussi une partie qui est peut-être euh, hostile ou moins attachée bien sûr à la Russie, et historiquement bien sûr avec les grandes tragédies, les grandes famines des années 30, surtout la grande famine de 32, 33, 34, et puis et même le traitement des paysans ukrainiens et des minorités ukrainiennes par Staline avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis le fait qu'un grand nombre d'Ukrainiens se soient finalement alliés contre l'ennemi soviétique avec les Allemands pendant la guerre avec l'Allemagne nazie, eh bien, ça a laissé des traces très très fortes chez la partie, on va dire, très ukrainienne des Ukrainiens. Et à l'opposé, vous avez une partie à l'est de ce pays qui, elle, est ethniquement russe, russophone, évidemment très liée à la Russie. Et puis, on va en parler, la Crimée, Krasny Krim, comme disaient à l'époque soviétique les Russes, la Crimée rouge, enfin surtout la Crimée russe, qui, à part une minorité tatar qui est essentiellement d'origine turque et musulmane, eh bien, vous avez quand même je sais pas, 90%, une immense majorité de la population qui est russe, puisque ça faisait toujours partie de la Russie et qui a été attaché sous Khrouchtchev administrativement sans aucune conséquence à l'Ukraine et jusqu'en 91 où finalement avec le démembrement de l'Union soviétique dans la communauté d'États indépendants, le CIS, finalement la Crimée est restée avec l'Ukraine et puis bon. Euh, Ce qui se passe depuis 2 3 mois est très intéressant pour nous. Je pense que vous avez remarqué, pour ceux qui suivent et qui essaient de déchiffrer ce que se passe par les actes de ce qu'on appelle, c'est pas moi, ce que Peter Dale Scott appelle l'état profond aux États-Unis, qui depuis les années 70 a une stratégie de mainmise sur les ressources naturelles. Et c'est pas par hasard, ils savent très très bien ils savent très très bien que nous allons vers une pénurie des ressources naturelles, et donc la maîtrise des territoires qui ont des ressources naturelles est clé. Et l'endroit où il y en a encore énormément, c'est bien sûr la Russie. Et donc, il y a une stratégie de déstabilisation et de démembrement de la Russie depuis les années 70-80, voilà. Et nous voyons que cette stratégie va par l'encerclement. C'est pas par hasard que les Américains sont en Irak, au Pakistan, en Turquie bien sûr, en Europe et en Europe de l'Est, ils ont avancé. Et puis il y a aussi cette approche de déstabiliser par les républiques qui se sont rendues indépendantes, les anciennes républiques soviétiques qui sont rendues indépendantes. Et on voit que voilà, la ligne de démarcation maintenant est faite. Nous voyons que les pays baltes, la Géorgie par exemple dans le Caucase, se sont ralliés à l'Occident, aux États-Unis en réalité, parce que c'est pas l'Occident dont je me vois faire partie, et puis même beaucoup d'Américains ne s'attachent plus à cet Occident-là. Et de l'autre côté, ben, on voit la Biélorussie, l'Est de l'Ukraine, justement, et les pays d'Asie centrale qui sont restés dans on peut appeler ça une sphère, mais c'est pas une sphère russe, c'est finalement, on compris que leur intérêt était d'être, d'une certaine manière,
indépendant et lié à la Russie, à la Chine, qui sont des puissances en devenir, surtout la Chine, et non pas à un Occident pervers, corrupteur, corrompu, et en perte de vitesse économique, morale et tout ce qui s'ensuit. Et donc l'Ukraine, c'est un des grands pays dans cette région qui est en plus scindé en deux pour les raisons que j'expliquais très brièvement. Alors évidemment c'est très bref, c'est plus complexe, mais faites un peu votre travail. Alors ce qui s'est passé depuis 2 mois, avec finalement des protestations qui quelque part sont légitimes, parce qu'il faut l'avouer, moi j'ai des amis de tous les côtés en Ukraine, et y compris mes amis pro-russes, sont devenus hostiles au gouvernement, donc je ne sais jamais le prononcer, Yanukovych, qui est extrêmement corrompu, et donc à cause de cette corruption, ils ont soutenu finalement les manifestations. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'ensuite, dans ces manifestations, il y a eu beaucoup de manipulations venant des pays européens, Allemagne, mais surtout États-Unis. Et le résultat de ces affrontements qu'il y a eu en décembre, surtout en janvier et en début février, c'est finalement une sorte de mini-révolution, un peu à la roumaine de 1989, et finalement une sorte de coup d'État, puisqu'un gouvernement légitime s'est fait déboulonner. Moi, j'ai rien contre les coups d'État. Je pense que si un État, même légitime, fait des conneries et se montre indigne, inapte à gérer un gouvernement, c'est le rôle des citoyens de le déboulonner. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça, même si je ne suis pas un rigoriste légal, je m'en fous. L'important, c'est la force, l'important, c'est le droit et la justice qui vient par le fait de, de pouvoir gagner un rapport de force en son bon droit. Bon, après, chacun voit les choses de son point de vue, évidemment. Donc, évidemment, il y a des pro-russes qui n'auraient pas souhaité ça, il y a des pro-ukrainiens, même des pro-occidentaux en Ukraine qui, à la limite, auraient préféré une manière plus pacifique et avec moins d'intervention de l'Occident, on va dire. Mais enfin, ça s'est fait, il y a eu ce coup d'État. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a des parties de l'Ukraine qui sont extrêmement proches de la Russie, et surtout qui étaient proches de ce gouvernement. Il faut ajouter que la majorité de la population du pays qu'est l'Ukraine aujourd'hui a plutôt tendance à être pro-russe, pro-russophile, et donc voter aussi sur une certaine base, entre guillemets, ethnique. C'est pas comme en Afrique, mais pas loin. Et donc, nous voyons certaines régions, surtout la Crimée, donc ce week-end c'est très tendu, hier et aujourd'hui c'est très tendu, depuis vendredi en fait. Et puis aussi la région de Lugansk, la région de Kharkov, donc les parties est du pays, qui donnent des signes de mécontentement par rapport à ce coup d'État, puisqu'elles étaient partisanes de la partie au pouvoir. Elles montrent aussi des signes de velléité d'indépendance, ou en tout cas d'autonomie accrue. Alors, le scénario, il y a 2 sortes de scénarios qui peuvent, à mon avis, se passer en Ukraine. Alors, on a vu que la Russie... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Russes, au moins, demandent à leur parlement, avant de mobiliser des troupes et de faire une intervention dans un pays étranger. C'est pas comme les États-Unis, où le président décide de bombarder, d'attaquer, et puis il n'y a aucune légitimité du Congrès dans les guerres. Je crois que la dernière fois que les États-Unis ont légalement déclaré la guerre à quelqu'un, c'est en 1943 pour déclarer la guerre à la Roumanie, et depuis les États-Unis ont fait des guerres permanentes sans jamais déclarer la guerre de manière légale avec l'aval du Parlement, donc du Congrès, qui est censé représenter le peuple et les États américains. Mais bon, donc la Russie a eu l'aval, donc Vladimir Poutine, le président russe, a eu l'aval d'envoyer des troupes en Crimée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses bases militaires russes en Crimée, notamment la grande base navale autour et à Sébastopol. Donc il y a la flotte de la mer Noire, il y a les troupes de marine de la mer Noire, il y a au moins l'équivalent d'une grosse brigade renforcée de troupes navales, donc qui peuvent se déployer évidemment en quelques heures à travers toute la péninsule de la Crimée. Ça c'est très simple. Il y a des forces spéciales, des Spetsnaz des troupes navales. Il y a aussi des Spetsnaz de l'aviation et de l'armée qui sont dans les bases aériennes autour. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de régiments d'avions de chasse, d'avions de la marine, de bombardiers. Qui sont là-bas, et donc elles sont défendues, et les troupes qui défendent ces bases, eh bien, elles peuvent se déployer très rapidement, ce qui semble avoir été le cas. Alors aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce que des troupes, des parachutistes, des Ants,
donc les troupes du VDV, qui sont liées au ministère de l'Intérieur russe, est-ce qu'elles ont été déployées? Probablement, c'est pas par hasard que les aéroports de la péninsule ont été occupés par les troupes russes, afin de soit amener du ravitaillement ou des troupes de renfort sur les aéroports, ou soit d'empêcher aux troupes ukrainiennes, voire de l'OTAN, d'intervenir. Bon, ça, ce sont les faits dont on perçoit aujourd'hui. Alors j'imagine que partout en Europe, il y a des mises en état d'alerte, notamment des forces aériennes, parce que l'armée de terre européenne, elle n'existe quasiment plus, elle est très petite. Les États-Unis ont des bases en Turquie, ils ont des bases maintenant en Pologne, en Roumanie. Donc probablement, il y a des mises en alerte de forces aériennes et de forces spéciales. Et du côté russe, il y avait comme par hasard un exercice avec pratiquement 200 000 troupes. Je pense que ce qui peut arriver, c'est deux choses. Soit les esprits calmes réfléchissent et se disent, au fond, nous avons un problème qui est logique, c'est-à-dire qu'une partie de la population ukrainienne ne reconnaît pas ce coup d'État et ce nouveau gouvernement, et après tout, comme pour le Kosovo, on peut très bien admettre que l'autodétermination des peuples puisse permettre dans certains cas que voilà, les Kosovars se sont retrouvés en majorité au Kosovo, ils ont obtenu leur indépendance, et bien pourquoi pas la Crimée peut obtenir, et ce serait bien que ce soit sous une forme de référendum ou de démocratie, puisse sous la protection russe demander à être soit totalement autonome et indépendant, soit se rattacher à la Russie. Et ce scénario permettrait à tout le monde de gagner, en fait, parce que Poutine et la Russie récupèrent un territoire avec des bases stratégiques très très importantes pour la Russie. D'un autre côté, l'Ukraine gagne parce que finalement, elle s'ampute certes d'un territoire, mais qui n'est pas vraiment légitime, mais surtout qui votait de toute façon pour les autres partis, donc les anciens partis au pouvoir. Et donc l'Ukraine se retrouverait avec la possibilité, lors des prochaines élections, d'avoir en tout cas une majorité pro-nationaliste ukrainienne, pro-Europe, et donc de se séparer d'une masse de gens qui votent de toute façon contre le gouvernement qui maintenant a pris le pouvoir. Et donc ça les arrange. Et puis ça leur arrangerait d'avoir des accords vis-à-vis du gaz. Il faut savoir que l'Ukraine dépend énergétiquement de la Russie. Et puis pour l'Europe aussi, se mettre en tension avec la Russie en sachant que la majorité du gaz allemand notamment vient de Russie, ça peut poser des problèmes. Donc tout le monde pourrait gagner, même les États-Unis. Pourquoi aujourd'hui la population américaine ne voudrait pas d'une nouvelle guerre, d'une nouvelle crise? Ils sont dans la merde économique, ils n'ont plus d'argent, les États-Unis sont en catastrophe, et sont dans une économie catastrophique, et donc ils n'auraient pas intérêt à faire la guerre. Donc tout le monde gagnerait à ce que finalement une situation arrangée prenne le pas. Alors bien sûr, il y aurait un peu de muscles qui se froissent, un peu de ballet diplomatique par-ci par-là, il y aurait la France qui ramène son grain de sel alors qu'elle n'a aucune puissance, enfin des trucs comme ça. Ça, ce serait le scénario qui est possible. Maintenant, le problème, c'est qu'il est aussi possible d'avoir un autre scénario. C'est que, d'une part, l'Ukraine décide que la guerre, c'est un moyen de souder sa population contre elle, ce qui est un très mauvais calcul, qui pourrait risquer d'ailleurs de précipiter une vraie guerre civile en Ukraine. D'un autre côté, les États-Unis et surtout leur État profond pourraient se dire qu'après tout, ce genre de guerre, ça déstabilise un peu plus la Russie, ça lui coûte de l'argent, ça lui coûte des budgets militaires, ça l'affaiblirait économiquement, et qu'après tout, jeter de l'huile sur ce feu serait une bonne chose pour, on va dire, la volonté d'hégémonie des États-Unis, qui semble avoir été un peu réduite et peut-être même abandonnée ces temps, mais il y a sûrement des partisans, les faucons, les néoconservateurs, qui souhaitent toujours une hégémonie, on va dire, américaine, pour faire simple, en tout cas des États-Unis et de certains lobbies aux États-Unis, pour maintenir sa domination économique sur le monde, qui est en fait un racket, il faut bien s'en rendre compte. Et donc toute guerre, toute déstabilisation de la partie adverse, Russie, Chine, etc., on l'a vu en Syrie, eh bien, peut être bénéfique pour les États-Unis avec un calcul un peu pervers. Je veux dire, ils sont tout à fait prêts à sacrifier des milliers, voire des millions de gens pour leurs ambitions, hein, il n'y a aucun problème, ces gens-là. Donc, et ce genre de scénario peut arriver parce que ça dérape, aussi parce que tout d'un coup, il y a des forces aériennes, navales, terrestres en présence. Il suffit qu'il y ait quelques combats. Ça a été le risque qu'il y avait en Syrie lorsque les flottes américaines et russes étaient au large de la côte syrienne.
et que quand il y a autant de force et de testostérone et de TNT dans le même kilomètre carré, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui fasse une erreur et boum, ça peut partir et on ne sait plus où ça s'arrête. Donc il y a ce gros risque. Donc c'est pour ça que moi je suis en alerte numéro 3. Vous savez que j'explique dans mon livre les 5 niveaux d'alerte. 5 étant le gros bordel, 4 c'est le moment où il faut se barrer et se préparer vraiment à fond. 3, et je pense qu'on est au niveau 3, c'est le moment où il faut être très très attentif, il faut accélérer ses préparations, il faut se préparer à partir. Moi, par exemple, vendredi, samedi, surtout samedi, hier, j'ai pris, je fais jamais des courses le samedi parce que je déteste ça, mais je suis quand même allé au supermarché, remplir ma bagnole de bidons d'eau, faire deux trois courses accessoires, un peu d'eau de javel, un peu. Bon, moi normalement j'ai tout ce qu'il faut chez moi, mais j'ai un peu accéléré, j'ai un peu augmenté mes stocks dans des choses de base, simplement au cas où. J'ai rempli tous mes bidons d'essence qui étaient vides, je les ai je les ai remplis. Voilà, je suis prêt à quitter l'appartement où on est à Genève pour ma ferme. Dans ma ferme, j'y étais vendredi soir et samedi matin. Après, je suis redescendu. J'ai accéléré aussi la préparation. J'ai passé deux trois commandes sur Internet pour deux trois médicaments, deux trois choses essentielles pour moi et ma famille au cas où. Alors heureusement, si ça n'arrive pas, j'aurais commandé tout ça pour rien, mais c'est pas grave, ça fera partie de mes stocks que je ferai tourner, il n'y a pas de souci. Mais enfin, en ce moment, j'accélère un petit peu l'opération parce qu'il y a ce deuxième scénario qui est dangereux. Et donc voilà, et donc ce que je dis, c'est soyons très très attentifs. Alors j'aurais pu faire une vidéo comme ça lorsqu'il y avait cette crise très lourde en septembre 2013 en Syrie. Mais voilà, je l'avais pas fait. Mais là, je le fais. Donc, je vous dis, soyez très très attentifs ces prochains temps, ces prochains jours surtout. C'est toujours très vite que ça se met en place, hein, ces systèmes-là de conflit. Alors ensuite, ça peut être un conflit qui devient lourd. Aujourd'hui, l'Ukraine, enfin, en tout cas le nouveau gouvernement ukrainien a déclaré la mobilisation de ses troupes, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire une mobilisation générale? Ce qui est en plus risqué, parce qu'une grande partie, une partie des troupes ukrainiennes ne sont pas forcément anti-russes. Donc il risque de voir, c'est très dangereux cet exercice-là. Donc espérons que ce soit par la diplomatie et que finalement un accord qui arrange tout le monde soit mis en place et relativement vite, mais en tout cas, si ça pète, ça peut aller très très loin, parce que je vous rappelle que la Russie est une puissance nucléaire, on est en train de déstabiliser un pays voisin avec une manière évidente de s'en prendre à la Russie. D'un autre côté, nous avons une Europe qui parle fort, mais qui a pas de bite et qui a pas de couilles, donc en gros, qui crée des tensions pour rien et qui n'a pas les moyens de suivre derrière. Nous avons des populations européennes qui n'ont absolument pas envie, qui sont dans une crise économique lourde, qui n'ont pas envie d'aller dans une guerre. Nous avons des États-Unis et en général l'OTAN qui sont relativement bellicistes dans leurs propos et qui ont des forces armées, en tout cas les États-Unis ont des forces armées, il y a même des bateaux de la marine américaine qui pour la première fois je crois que depuis la Première Guerre mondiale, depuis presque l'entre-deux-guerres en tout cas, euh, sont en mer Noire. Ça aussi c'est une coïncidence étonnante, c'est aussi un élément important. Est-ce qu'ils sont là pour se faire sacrifier? Parfois on sacrifie un pion pour déclencher des hostilités. Mais la troupe, en tout cas surtout l'armée de terre aux États-Unis, n'a certainement pas envie, ni les moyens, ni la capacité de recruter des soldats pour encore agir dans un front supplémentaire. Ils sont déjà embourbés en Irak, en Afghanistan, ils ont des centaines de bases militaires dans une centaine de pays différents à travers le monde. C'est un budget colossal. Et le peuple américain, la population américaine, elle est dans une crise économique grave. Les chiffres de soi-disant croissance économique sont faux, on le sait très bien. La grande majorité de la population américaine a autre chose à faire que de se préoccuper d'une guerre et n'y croit plus à son gouvernement. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Avant, il suffisait lorsque ça allait mal, je me souvenais quand Clinton s'était fait choper avec sa bite dans la bouche d'une stagiaire, le premier truc qu'il a fait, c'était de bombarder la Serbie. Ça l'arrangeait bien et le peuple a gobé, en disant ah ouais, méchant Serbe, ça n'a aucun sens. Mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui Obama peut faire une guerre par-ci par-là. La population ne le suit pas. Il peut toujours le faire, mais la population ne le suit plus. Le patriotisme américain a été ébréché par toutes ces guerres et ces mensonges, et la plupart des Américains ils se rendent bien compte que ça pue et que le 11 septembre, l'intervention en Irak et même en Afghanistan, c'est de l'arnaque, quoi. Et moi, je connais beaucoup de militaires américains, même dans les forces spéciales, ils me disent tous, on n'y croit plus.
Et ça, c'est très intéressant. Ça peut être très dangereux, mais ça peut être aussi très intéressant quand une armée ne croit plus dans ses dirigeants et dans leur idéal, dans leurs idéaux. Donc c'est à voir. C'est vraiment une situation tendue. Moi, ça me stresse pas plus que de mesure, parce que je suis pas un mec parano ni stressé. Mais c'est clair que c'est un moment où il faut que l'on soit très attentif et que l'on soit préparé. Ça peut dégénérer comme ça peut ne pas du tout dégénérer. Mais donc, il faut être attentif et voilà, faire très attention. Donc voilà, je suis au soleil, il fait très très chaud pour ce début du mois de mars. Et voilà, je vous recommande d'être très attentif, d'accélérer vos préparatifs et puis voilà, de bien prendre soin de vous et de votre famille. À très très bientôt.